Merci d'être là. Du coup, moi, j'ouvre ce talk en parlant de comment on compose et on organise une équipe produit. Pour me présenter rapidement, donc moi, je suis product designer actuellement chez Shine, du coup, la banque pour pro. Donc ça fait 5 ans que je fais ce métier et en 5 ans, j'ai vu pas mal de boîtes assez différentes et de tailles assez différentes et dans des domaines assez différents. Donc je suis passée par Pôle emploi, dans des startups d'État, je suis passée dans des agences qui font plutôt du consulting UX. J'ai bossé pour une toute petite startup qui faisait de la planif industrielle, chez Live Mentor, dont je vais parler un petit peu, et donc chez Shine actuellement depuis octobre, donc ça fait quelques mois. Donc pour vous présenter Shine rapidement, donc c'est une boîte qui a démarré en 2017. Aujourd'hui, on est plus de 200. C'est donc une banque pour pro, mais on offre pas mal de services aux indépendants et aux petites entreprises. Et actuellement, l'équipe produit, c'est plus de 80 personnes et c'est découpé en 5 squads. Je rentrerai un peu plus dans le détail après. À côté de ça, j'anime aussi un podcast avec un collectif de designers où on a un peu abordé cette question de l'organisation produit. Donc je mettrai des liens de certains épisodes qui pourront peut-être intéresser certains, certaines. Donc on a produit 40 épisodes depuis 2018 et on est en train de travailler sur un livre. Donc comment organiser son équipe produit, c'est une question qui est très très large. Ce soir, je ne vais pas donner une réponse claire. En fait, il n'y a pas une réponse unique en vrai là-dessus. Mais je vais surtout m'appuyer en fait sur mes expériences précédentes et vous parler un peu des cas que j'avais, notamment chez Live et chez Shine. Et du coup, moi, j'ai un peu découpé la question en 3 briques. La première, c'est la question de l'organisation humaine, donc plutôt les rôles en fait qui vont composer une équipe, qui va bosser et comment les gens bossent ensemble. Après, il y a la question de l'organisation temporelle, donc à quel rythme on travaille. Donc quel cycle, quelle deadline, etc., quel temps mort, quel temps fort. Et enfin, la dernière brique, c'est donc la question des process et des outils, qui est donc censée soutenir un peu toute cette organisation. Sur la question de l'organisation humaine, donc les rôles, qui est un peu le cœur d'une équipe, la base, le truc qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le product trio, donc product manager, product designer et développeuse. Moi, quand j'ai commencé à taffer dans le produit, la première image qu'on m'a montrée, c'était l'image du tabouret à 3 pieds, donc ce qui est un truc de Airbnb, il me semble. Et c'est une image qui m'a pas mal marquée. En vrai, il y a beaucoup de théories sur les product trio, donc Teresa Torres, etc. Mais moi, j'aime bien cette image-là parce qu'elle illustre assez bien en fait l'importance des 3 piliers qui doivent être équilibrés pour bien construire une équipe, dont l'image de gauche montre bien que si on sous-estime un des piliers, on finit toujours par se rattraper un retard derrière. Donc il y a ces 3 rôles qui sont vraiment clés, qui sont portés donc soit par 3 personnes différentes. Des fois, ils vont être portés, il y a un rôle qui va être porté par une personne au tout début d'une boîte, notamment, ça peut arriver. Mais à côté de ça, on a pas mal d'autres rôles et on a pas mal aussi, surtout de questions de collaboration. Je vais vous parler un peu plus précisément après de comment on fonctionne chez Shine, mais il y a aussi de la collaboration entre PM, design. Une question qui est pour moi intéressante, c'est la place des designers là-dedans. Il y a plusieurs modèles. Il va y avoir donc le modèle design agency, agence design. Donc quand en fait on va avoir plusieurs équipes produits qui vont travailler en parallèle et avoir un seul designer qui va un peu intervenir à droite à gauche. On va avoir la collaboration donc PM design. S'il y a des product managers ici, je pense qu'ils connaîtront les problèmes qu'on a un peu là-dessus sur la porosité des scopes. Et donc il y a aussi beaucoup la question des développeurs et des développeuses, donc l'autonomie qu'ils vont avoir dans le process de production. Est-ce qu'on va avoir un front, un back, est-ce qu'on va avoir des devs full stack, etc. Et à côté de ça, ce qui satellite autour, c'est un peu tous les autres rôles. Donc on va avoir notamment beaucoup de user research, ce qui est de plus en plus populaire en ce moment. Il va y avoir des product marketing managers. Dans certaines boîtes, notamment chez Shine, on en a pas mal. Des boîtes qui vont avoir des UX writers, des content designers. Donc ça, c'est plutôt dans les entreprises où le contenu ou la rédaction va être assez clé. Et on va aussi avoir de plus en plus dans certaines boîtes donc des ops, donc des product ops, design ops, devops, pour un peu soutenir justement l'opérationnel et les différentes équipes. Je vais vous parler de Live Mentor, la manière dont on fonctionnait. Donc Live, quand j'y étais, l'équipe produit, c'était 16 personnes. Et la manière dont on fonctionnait, c'est qu'on avait à chaque fois un cycle de produits. C'était composé du coup d'un PM, d'un product designer et de 2 devs. On séparait front et back.
Et en fait, on collaborait comme ça sur un cycle de 8 semaines. Et on avait un rôle transverse qui était la user research, qui ne travaillait pas en même temps que les équipes produits, mais qui justement, avec des projets de research, venait un peu nourrir chaque projet au fil de l'eau. Chez Shine, du coup, l'équipe est beaucoup plus importante. Actuellement, on a 5 squads. Donc une squad, c'est un product manager, un product designer, un engineering manager, un tech lead, et 4 à 5 devs full stack. Chez Shine, tous les devs sont full stack. On n'a pas du tout de division entre front et back. Et c'est un truc qui marche plutôt bien, parce qu'en fait, on donne énormément d'autonomie aux devs. On n'a pas de découpage ou de fonctionnement en Scrum comme on peut avoir, où il va y avoir des tickets, des user stories, et les devs vont juste genre tirer des trucs que d'autres personnes auront préparés. Ils vont beaucoup bosser, par exemple, avec les ops, ils vont être inclus dans les phases de recherche quand il y en a. Donc il va y avoir beaucoup de collaboration. Et à côté de ça, du coup, donc les autres rôles dont je parlais, on a beaucoup de rôles transverses. On a pas mal de product marketing managers, donc les PMM, qui eux vont plutôt être sur comment on parle des nouvelles fonctionnalités, qui faisaient pas mal de research, qui faisaient pas mal de UX writing aussi. On a une user researcher qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, et on a également un copy et UX writer et des product analystes qui commencent à arriver de petit à petit. Donc ça, c'est la composition actuelle, donc avec 80 personnes dans l'équipe, produit uniquement. La composition future, parce que Shine est en train de grandir pas mal, c'est que donc, chacune de ces squads en fait, va devenir se double et on va devenir des tribes. Et en fait, les tribes sont axés sur différents thèmes. Donc chez Shine, on va avoir le banking, donc tous les services bancaires. On va avoir leads, donc c'est toute la conversion des clients-clientes. Moi, je vais être sur ce qu'on appelle user success, donc c'est à la fois tout ce qui est customer experience et tous les services en fait en interne. Vu qu'on a une banque, par exemple, on a pas mal de gestion de fraude et de surveillance à faire, etc. Donc voilà, en fait, ce qui se passe du coup chez Shine, c'est que en fait, tout se double et on commence à augmenter un peu les effectifs comme ça. Et pour en fait soutenir toutes ces équipes en fait qui vont du coup découper tous les scopes du produit, on a des rôles qui sont transverses, qui vont un peu accompagner à droite à gauche ces projets-là. Voilà, donc ça c'est pour Shine. Un point que je disais tout à l'heure, du coup il y a pas mal de porosité entre certains métiers, c'est toujours le problème qui est un peu récurrent chez tout le monde, notamment entre design et product management. On avait pas mal ce souci-là chez Livementor. Et un exercice qu'on a fait à l'époque et qui, je trouve, marchait plutôt bien, c'était de se positionner en fait sur le process de production qu'on va avoir d'une fonctionnalité. Là, j'ai mis un exemple de Zendesk qui a fait l'exercice pour uniquement la team design, mais nous, on l'avait appliqué à toute l'équipe produit. Donc, on avait dessiné ensemble en fait, le chemin en fait, par lequel on passe quand on va produire une fonctionnalité. Et chacune se positionnait un peu à quel moment qui intervient. Et surtout, en fait, à qui est responsable ou seulement, entre guillemets, support à certaines étapes. Ce qui permet en fait, de clarifier les rôles et de clarifier surtout la collaboration en fait, entre chacun et chacune. Du coup, il y a le modèle RACI que vous connaissez peut-être, qui peut servir à un peu définir ces rôles-là. En tout cas, c'est un bon exercice d'équipe si jamais il y a des frictions un peu entre certains rôles ou si des gens ont du mal à se positionner un peu sur le process. Voilà. La deuxième brique, du coup, c'est de la question de l'organisation temporelle. Du coup, quelles contraintes de temps, quel rythme on a, etc. Il existe en vrai beaucoup de choses. Moi, j'ai connu pas mal de trucs différents. Donc, chez Pôle emploi, on fonctionnait beaucoup en Scrum, en sprint de 2 semaines. Chez Livementor, on avait un truc complètement différent qui s'appelle Shape Up. Bon, je ne vais pas énormément parler aujourd'hui, mais en clair, Shape Up, c'est une petite équipe. Donc, ce que je disais tout à l'heure, product manager, designer et tech, qui bossent en fait sur un cycle de 8 semaines. Le cycle se découpe en 6 semaines de build et 2 semaines de shape et 6 semaines de build. En tout cas, c'est la manière dont on fonctionnait. On avait 2 équipes en parallèle, ce qui permettait de travailler sur 2 sujets en même temps. Et on avait vraiment une contrainte de temps qui était assez forte, ce qui force en fait à complètement découper les projets. Donc ça, c'est chez Livementor, on n'avait que 2 équipes produits. Chez Shine, on a forcément un fonctionnement qui est complètement différent, parce qu'on a beaucoup plus d'équipes. Et il permet en fait d'avoir beaucoup plus d'autonomie. En fait, on a un truc qui est très simple, c'est des OKR par quarter, qu'on crée du coup entre product managers juste avant le début du prochain quarter. Donc c'est des objectifs qui sont chiffrés, ils sont posés en début de quarter et après les équipes en fait se gèrent elles-mêmes sur l'atteinte de ces objectifs-là.
Il n'y a pas plus de process, il n'y a pas plus de contraintes, il n'y a pas plus de règles là-dessus. On donne en fait énormément d'autonomie parce que chaque équipe a des scopes qui sont tellement différents que c'est difficile en fait de mettre des process beaucoup plus rigides que ça. Et ça fonctionne honnêtement plutôt bien parce qu'encore une fois, ça donne pas mal d'autonomie aux gens et du coup, les gens ont vraiment l'espace de bosser comme ils le souhaitent, quoi. Voilà. Et la dernière brique, donc, la question des process et des outils. Là, je vais surtout parler de comment on fonctionne chez Shine et des principes que moi j'ai un peu vus dans les boîtes où je suis passée. Une leçon que moi j'ai un peu tirée de ça, c'est que des process et des outils, ça doit surtout servir à soutenir et à aligner les gens plutôt qu'à contraindre et plutôt qu'à contraindre les gens et à forcer en fait à passer par 10 000 rituels, par 10 000 process, par 10 000 étapes qui en vrai sont pas nécessaires et qui défocusent complètement du travail qu'on essaie de faire. Du coup, chez Shine, les outils et les process sont vraiment limités, comme je le disais. On a des outils communs, évidemment, qui sont donc Notion, Linear. Sur Notion, ça va être beaucoup de templates. Donc, par exemple, la product roadmap qui va être publique en fait, à toute la boîte, ce qui permet surtout de communiquer. On va avoir les product briefs qui sont plutôt des documents de travail, donc là, pour structurer un peu la manière dont les gens traitent les sujets. Et après, tout ce qui est plutôt Ops, donc ticket tech et support, donc sur Linear, pas quelque chose de révolutionnaire, quoi. Et dans les process communs, donc, comme je disais, on a la définition des OKR. Et après, on a des rituels un peu plus liés donc, au squad. Donc, on va avoir des daily, ce qui est très courant, et des rétros régulières, ce qui est hyper important en vrai. Et après, donc, vu qu'on a donc des métiers qui sont répartis dans des squads, on doit quand même s'assurer d'une certaine cohérence et d'une certaine dose de communication en fait, entre les métiers. Donc on va avoir des rituels par métier, notamment en design. Si vous avez 8 designers qui sont répartis dans plein de squads produits qui ne bossent jamais ensemble, il y a une question d'harmonisation et d'alignement en fait, des besoins, des projets, de la manière de concevoir les choses, etc. Donc nous, on va avoir des design critiques, on va avoir des moments de partage de projets, par exemple. Côté tech, ils vont avoir donc des tech coffee, ils vont créer pas mal de comités sur certains sujets, donc notamment l'architecture de données de certains projets, etc. Donc ce qui va permettre en fait une certaine transversalité et ça va aussi tenter en fait de péter les silos qui peuvent arriver quand la boîte grandit beaucoup. Voilà. Un truc là-dessus sur les process et les outils que moi j'ai retenu et qui n'était pas forcément présent dans toutes mes boîtes, c'est que les moments d'équipe sont ultra importants. Chez Shine, c'est assez bien fait. On a plusieurs niveaux, donc les one-one avec les managers ou intermétiers, pardon. C'est basique, mais en vrai, c'est hyper clé parce que ça permet de donner un peu l'espace de parole à tout le monde. Les rétros d'équipe, c'est tout con, c'est un truc qu'on connaît tous, mais moi, je vois à quel point en fait, c'est hyper efficace sur une organisation qui en fait va jamais être complètement fixe. Si vous voulez la faire évoluer, en fait, donnez l'espace aux gens pour qu'ils parlent et qu'ils fassent leur retour. Et après, donc, il y a des rituels beaucoup plus ponctuels ou par projet, donc les post-mortem, etc. Pareil, c'est tout con, mais en fait, ça aide beaucoup et ça permet de libérer pas mal de frustrations ou de problèmes ou de capter certains trucs qui ne sont pas ressortis pendant les projets. Du coup, donc, la question comment organiser une équipe, j'avais prévenu que je n'allais pas donner de réponse simple. Mais pour moi, les principes clés et les choses que j'ai vues qui fonctionnaient bien, il y en a 4. La première chose, c'est qu'une orga d'équipe, c'est surtout pour permettre aux gens de taffer. C'est pas un truc sur lequel vous devez dépenser toute votre énergie. Donc ça va un peu avec ne pas surconcevoir son organisation. Il faut avant tout avoir quelque chose qui permette aux gens de bosser dans un bon environnement, de savoir en fait quel est leur rôle et quel est leur scope d'intervention au sein de l'équipe. Pour la faire évoluer, ce qui va forcément arriver, en fait, c'est constant. Ne pas hésiter à impliquer les membres. Donc en récoltant les retours, comme je disais, avec des moments ou juste en faisant des fois des ateliers de co-conception, ça fonctionne très bien. Et enfin, sur la composition d'une équipe, on parle beaucoup, du coup, comme je dis, des product trio ou de comment devrait être une équipe produit, genre engager un extracteur, engager un user researcher, etc. En vrai, il y a un truc qui est très important, c'est que les gens ont des appétences, les gens ont des compétences et surtout une capacité d'apprendre plein de trucs. Donc des fois, en fait, se retourner vers les personnes qui sont déjà dans l'équipe avant de commencer à recruter d'autres personnes, ça peut avoir tout autant de valeur. Et enfin, en préparant ce talk, j'ai un peu parlé donc, à Bruno Pacini, donc, qui est le VP Product de Shine. Pour l'historique, en fait, il est chez Shine depuis le tout départ. Donc il était avec les cofondateurs, il a fait un peu tous les rôles, design, tech, PM, etc. Et il a vu l'équipe passer de 4 à plus de 200.
Et donc on a un peu discuté, et voilà les 3 points qu'il m'a donnés, et j'étais très d'accord avec lui. Le premier, donc ne pas optimiser pour un stade dans lequel on n'est pas encore. Je trouve qu'on le voit beaucoup, d'essayer absolument d'avoir des process ou des outils hyper développés, etc. Alors qu'en vrai, pour le moment, la boîte, on n'a pas tellement besoin pour produire. Un autre point, c'est se détacher de l'intention à tout de suite industrialiser, pardon. Ça peut être notamment le cas sur des design systems qui vont être genre ultra développés, ultra complexes, alors qu'en vrai, il y a un designer, 10 devs, la relation entre les deux est déjà genre très proche, donc il n'y a pas forcément besoin de développer un truc ultra complexe et hyper développé. Et enfin, dernier conseil, c'est ne pas s'enfermer dans les conseils pro-méthodo. Ça, c'est aussi en réaction à pas mal d'articles ou de conférences qu'on voit où les gens parlent, notamment ShapeUp en ce moment, c'était hyper populaire, Scrum pendant un moment, etc. Où en fait, les gens sont à fond méthode, mais en fait, perdent un peu l'esprit critique sur le contexte dans lequel ils sont, perdent un peu aussi le bon sens et juste la pertinence simple par rapport à ce dont on a besoin. Donc voilà, plutôt que forcer pour une méthode, juste regarder là où on est et ajuster en fonction de nos besoins, quoi. Voilà, j'ai compilé les ressources, je vais faire un QR code, mais j'ai complètement zappé, mais si vous avez besoin, je pourrais les repartager après. Voilà pour moi. On est donc droit maintenant à 3 questions. Tu fais peur un peu. Ouais, je vais la voir, mais c'est exprès. 3 questions. Ah. Oui. Quelle est la différence fondamentale entre votre mode de fonctionnement chez Shine et le Scrum que tu décrivais avoir Moi, de ce que j'observe, c'est Scrum, tu vas avoir un gros découpage en amont, notamment pour les techs, des tâches en user story, etc. Et du coup, tu vas les faire intervenir sur un scope qui est extrêmement réduit. Alors que là, chez Shine, il va y avoir forcément un travail en amont qui va être fait par les PM et les designers, sur préparer en fait tout ce qui va être maquette, flow, etc. Mais ça ne va pas être aussi découpé, c'est eux qui vont beaucoup faire le découpage, on va leur dire ok, on a ce besoin utilisateur là, on a conçu ça, on l'a pré-découpé un peu avec l'engineering manager en amont un peu, mais en vrai, en fait, tout le découpage ensuite, ça va être fait par eux, et ils vont avoir beaucoup de responsabilités en réalité sur toute la partie delivery, quoi. Et il n'y a pas du tout on n'a pas du tout de deadline, on leur dit pas tu dois faire ça en 2 semaines, tu dois faire ça en 1 semaine, etc., quoi. Voilà, moi c'est ce que je vois. Après, je suis pas une experte du Scrum non plus. J'ai jamais été dans une boîte qui l'appliquait à la lettre, quoi. Voilà. Comment vous définissez les priorités au quotidien ou Chez Shine ? Ouais, chez Shine. Du coup, ça va être très lié aux OKR, qui en vrai du coup découlent de la stratégie de la boîte. Et le process d'OKR, j'en ai pas parlé de ouf parce qu'en vrai il est assez long, mais ça va être ça va dépendre des squads, mais moi je vais prendre mon exemple. Donc, chez User Success, nous on travaille énormément avec les équipes internes, donc les équipes de fraude, les équipes qui gèrent l'onboarding, les équipes qui gèrent le banking, etc. Elles ont toutes des besoins qui vont être assez différents. Et à côté, on a des objectifs qui vont être stratégiques au niveau de la boîte. Et en fait, on va joindre ça et avoir une liste d'OKR pour le quarter. Ça va être la première partie de prio. Et après, pendant le quarter, on va vachement s'appuyer là-dessus, quoi. Mais ouais, globalement, c'est principalement sur les OKR. Tu peux donner un exemple d'OKR ? Qu'est-ce qu'on avait ? Là, dernièrement, on avait un OKR sur le rebranding, parce qu'en fait, ça mobilisait énormément de gens. Il n'y a pas longtemps, Shine est passé, c'est un détail technique, mais on est passé établissement de paiement, ce qui fait qu'on a le droit de faire beaucoup plus de services qu'avant. Et ce qui veut aussi dire que légalement, en fait, on a des obligations qui sont beaucoup plus importantes. Donc ça, c'était un OKR, c'était, je me souviens plus de la formulation exacte, mais c'était en clair, mettre en place les outils suffisants pour respecter nos obligations compliance, quoi. Oui. Comment est-ce que tu arrives à aligner les équipes business, support, etc., avec la roadmap? Est-ce que les OKR suffisent ou est-ce que parfois tu sens des frustrations? Non, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait. C'est un peu compliqué. En plus, là, du coup, chez Shine, on est en pleine restructuration des équipes internes. Là, pour contexte, par exemple, donc, il y avait des équipes support, justement, donc, qui étaient tout care, etc., qui étaient un peu réparties sur les différents scopes de Shine, enfin, les différentes grandes fonctionnalités, on va dire. Et il y avait une partie Customer Growth qui était sur une partie en fait, du tunnel d'acquisition.
Ils ont mergé vers un truc qui s'appelle maintenant Customer Experience. Et donc ça, c'est tout nouveau. Et en fait, ça va chambouler complètement la manière dont on travaille aujourd'hui. Et honnêtement, là, on est un peu dans la phase où on déblaye un peu les besoins et on les accompagne beaucoup en fait, à définir les priorités. Donc c'est pas Enfin, les équipes internes n'arrivent pas avec un truc tout prêt. Il faut qu'on fasse souvent un échange en ping-pong et qu'on croise après derrière avec les priorités business en fait, définies du coup plus haut. Voilà. Merci. Merci. Merci.